Bismillahirrahmanirrahim, hello again and again, hello les fanophiles. Donc, je m'appelle Amine, je suis étudiant en médecine. On va parler aujourd'hui des cours concernant la physiologie. Donc, le premier cours, c'est une petite introduction. Donc, physiologie pour les nuls, c'est-à-dire c'est le premier cours concernant la physiologie humaine pour Didier, pour les études de la première année médecine, donc, ou autre. Donc, un proverbe qui dit, c'est une règle au proverbe qui dit que la physiologie c'est l'une des trois piliers de la médecine. Parce que la médecine, elle est fondée par des piliers solides. Et l'un des trois piliers solides, c'est bien sûr la physiologie qui est l'une des trois piliers. Donc, on va parler aujourd'hui d'introduction à la physiologie humaine. Donc, introduction et on commence par une définition comme tout le monde. Donc, la physiologie, c'est l'étude de fonctionnement. Par contre, l'anatomie, c'est l'étude de la structure. La physiologie, c'est la deuxième pilier, c'est l'étude de fonctionnement des organes et des systèmes de l'organisme. Et lorsque vous compreniez le fonctionnement, vous comprenez plusieurs choses et vous comprenez la physiopathologie avec elle. Donc, c'est l'étude de fonctionnement des organes et des systèmes de l'organisme vivant. Il a compris tous ces processus physiques et chimiques. Donc, on a plusieurs ce type de physiologie. On a la physiologie rénale, la neurophysiologie, ou on appelle la neuroscience, et la physiologie cardiaque qui sont très très importants et sont ce type. Donc, la constitution de l'organisme humain, l'organisme est principalement constitué par molécules de l'eau, parce que l'eau c'est le solvant de la vie. L'eau c'est la vie. Et ça, c'est prouvé dans le Coran, etc. Donc, les sels minéraux aussi sont très importants pour plusieurs choses. Donc, on va parler des sels minéraux avec leur physiologie et des équilibres électrochimiques qui causent des problèmes souvent, surtout la natrimie et la calémie, même la calcémie qu'ils ont mis en jeu. La biomolécule, les 5 biomolécules, c'est l'ARN, l'ADN, protéines, lipides et polysaccharides. Et les 4 atomes de l'être vivant, c'est le hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. Donc, les niveaux de l'organisation structurelle, donc, c'est premièrement le niveau moléculaire, appelé aussi le niveau chimique. Donc, on a une organisation chimique ultrastructurelle moléculaire qui va assembler pour donner ces molécules pour donner un niveau cellulaire. D'ailleurs, la cellule, c'est l'unité de l'être vivant. Donc, au niveau cellulaire, et l'ensemble des cellules vont former des tissus. Et les tissus vont former 3 types de tissus différents, vont former un organe. Et les organes vont entrer dans un système. Et le système, l'ensemble du système, c'est l'être humain, c'est l'état final de l'organisation structurelle. Donc, on a plusieurs systèmes dans l'organisme humain. On a plusieurs systèmes. On a le système cardiovasculaire qui sert à transport de sang, etc. Le système nerveux, c'est le système de contrôle, donc un cœur et un cerveau nerveux, un système nerveux pour le contrôle, pour maintien, pour plusieurs choses. Système lymphatique pour l'immunité et le transport des lymphes. Système endocrinien c'est un système régulateur aussi par des hormones. Donc, c'est système hormonal. Le système respiratoire pour assurer la fonction de l'apport d'oxygène et d'élimination de l'acide carbonique qui est toxique, surtout l'élimination de l'acide carbonique. Système digestif pour l'apport des nutriments, etc. Système urinaire. Lorsqu'on parle du système urinaire, souvent dans le premier plan on dit élimination des déchets, mais le système urinaire, elle sert à maintien de l'homéostasie. On va parler de l'homéostasie tout à l'heure. Système immunitaire pour la défense, le système tegmentaire aussi pour la défense, système reproducteur pour maintien la vie, génération après génération. Il faut donc c'est un système qui est essentiel pour la vie. Donc généralement c'est fonctionnel. Donc système musculo-squelettique, c'est pour la marche, etc. Et là l'architecture, l'armature donc squelettique. Les variables physiologiques, on a
tout le temps des variables qu'il doit maintenir constant ou dans une fourchette ou dans un intervalle tel que la température centrale 37 donc plus ou moins 0,5. 37,5 plus ou moins 0,5. Donc dans cette fourchette qu'il faut maintenir la température centrale. L'eau et les concentrations des électrolytes, on a parlé de ça, de natrimie, de calimie. Toute modification de cet électrolyte va donner des mécanismes de contrôle, donc qui va activer un système de contrôle. Donc le pH, surtout de l'acidité, l'acidose et l'alcalose, donc des liquides corporels. Donc un pH doit maintenir dans un intervalle de 7,38, 7,42, donc dans cet intervalle de pH de notre pH sanguin. Le taux de la glucose sanguin, il faut maintenir donc un taux de glycémie supérieur à 1,14, 1,10. 1,10 maintenant, donc 1,10 c'est défini le diabète, donc il faut un taux de glycémie qui est inférieur à 1,10 g. 1,10 g ou bien 7,5 millimolaires. La concentration de l'oxygène et du dioxyde de carbone de le sang, c'est une variable physiologique importante parce que toute diminution de l'oxygène va être associée avec une hypoxémie sanguine et hypoxie tissulaire. La pression artérielle aussi, il faut maintenir une pression artérielle moyenne adéquate, donc souvent inférieure à 139 mm/Hg. Au-delà de ça, c'est l'hypertension artérielle. L'homéostasie, donc l'homéostasie, c'est la notion la plus importante. C'est une terminologie donnée par Claude Berner, je pense. C'est défini comme l'équilibre dynamique. C'est l'équilibre. Il faut vivre en équilibre. C'est l'équilibre dynamique du milieu interne. C'est la tendance de l'organisme vivant à stabiliser ces divers variables physiologiques, donc il faut la stabiliser, ces divers constants physiologiques, donc il faut maintenir cet état de l'équilibre dynamique du milieu interne. C'est très important l'homéostasie parce que c'est de l'homéostasie de la vie. Une erreur, toute défaillance de cette homéostasie peut causer des pathologies, des maladies plus graves et potentiellement gravissimes. Donc, qui met en jeu le pronostic vital et la vie des patients. Le système de contrôle, on a plusieurs systèmes de contrôle. Donc, l'hémostasie est maintenue à ces variables constantes par des systèmes de contrôle. On a plusieurs systèmes de contrôle qui détectent les modifications de l'environnement interne et qui répond. Donc, un système de contrôle contient trois choses. Un détecteur, donc il faut un détecteur, quel que soit ce détecteur chimique, électrique, etc. Donc un détecteur de la variable et un centre de contrôle et un effecteur qui va agir contre cette variable, soit va diminuer, soit augmenter, donc elle va agir selon le cas. Donc le centre de contrôle détermine les limites dans lesquelles la valeur variable doit être maintenue. On a parlé par exemple des variables qu'il doit maintenir dans cette fourchette, telles que la température, le pH, etc. Il reçoit l'information venant de détecteur au capteur. Il intègre, quand le signal entrant indique la nécessité d'un ajustement, le centre du contrôle répond et il peut répondre en modifiant le signal qu'il envoie à l'effecteur. Et l'effecteur il va maintenir la variable dans la fourchette bien définie. C'est là un processus dynamique qui favorise le reajustement constant de nombreuses variables physiologiques. Presque tous sont contrôlés par des mécanismes de rétroaction négative ou ce qu'on appelle le feedback négatif. Donc, si on a une augmentation de la température, par exemple, au-delà de 38, donc on a activé le centre de contrôle. On a détecté
Premièrement, on a détecté qu'on a par les détecteurs qui se situent dans l'hypothalamus, c'est le centre de contrôle. Donc on détecte l'augmentation de température. Donc on va intégrer cette information, on va agir par de l'augmentation de la sueur, etc. pour diminuer la température qui est élevée. Donc on fait un feedback négatif. On a une température élevée, on va essayer de la diminuer. Donc on a un autre mécanisme, c'est la rétroaction ou la rétrocontrôle ou la feedback positif. Il est moins courant, si on dit rarement, donc il est moins courant, mais elle a l'importance. Il est très important, par exemple, pour le contrôle des saignements, c'est-à-dire dans le phénomène de la coagulation sanguine et durant l'accouchement, qui va augmenter la contraction utérine. Donc, lorsque l'accouchement, on a une augmentation de l'oxytocine. L'oxytocine va faire une contraction utérine. Les contractions utérines vont faire que le fœtus va buter contre le col d'utérine. Au niveau du col d'utérine, on a des récepteurs. Ces récepteurs sont des détecteurs qui va agir par un rétrocontrôle positif, c'est-à-dire va augmenter encore et encore les contractions par l'augmentation de la sécrétion des oxytocines. Et après la sortie de fœtus, on n'a pas de stimulation de ces récepteurs à feedback positif qui se situent au niveau du col utérine. C'est l'exemple le plus académique d'un rétrocontrôle positif. Donc il est important pendant les contractions utérines pendant l'accouchement. Donc c'est une simple introduction à la physiologie humaine. Donc n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.